Bonsoir, le jour tombe. Du beau avant le solstice, 17e nuit, rêves urbains. Bonsoir, le jour tombe. À quoi rêvent les habitants des villes quand le soleil est parti, quand ils laissent la place aux stars de la nuit? Non pas les étoiles, mais les enseignes lumineuses, les phares automobiles et les panneaux de co. Quand les néons font des vœux clignotants pour absoudre les rues, à quoi rêvent les habitants des villes? Désirent-ils des ciels plus noirs et des étoiles au milieu que l'on verrait encore? Et quand ils sont prêts au sommeil, les habitants des villes, nus ou en pyjama, quand ils règlent pour le lendemain le réveil simulateur d'aube en sélectionnant la sonnerie Tropical Birds, se lamentent-ils intérieurement de ne pouvoir s'endormir ce soir au chant du hibou? Je me réjouis de l'existence des hiboux, écrit Henri David Thoreau dans Walden ou la vie dans les bois, qu'ils poussent la huée idiote et maniacale pour les hommes. C'est un bruit qui sied admirablement aux marais et aux bois crépusculaires que nul jour n'embellit, suggérant une nature caste et peu développée, non reconnue des hommes. Il représente les pensées tout à fait crépusculaires et insatisfaites, propres de tous. Les habitants des villes se lamentent-ils de ne pouvoir s'endormir ce soir au chant du hibou? Et quand ils s'enroulent dans l'édredon, dans la chambre chauffée à hauteur du numéro choisi sur le thermostat, les habitants des villes désirent-ils plutôt secrètement la chaleur sauvage et primordiale d'un feu de bois? Ces flammes qu'on ne peut avoir que de face ou de dos, ce feu qui est toujours un peu trop chaud mais dont les flammes qui pourtant brûlent rassurent? Et quand ils sont dans leur lit, quand ils n'ont pas encore fermé les yeux, quand ils fixent le plafond juste avant de dormir, quand défile là-haut sur le blanc la coulure des phares de voitures qui passent encore pour aller Dieu sait où à cette heure, oui, quand ils sont dans leur lit, les habitants des villes rêvent-ils de trouver au matin, derrière les carreaux embués, le panorama étincelant d'une campagne gelée? Beaucoup d'urbains ont fomenté des projets de déménagement ouverts au printemps dernier. Ce rêve de retour à la terre, exacerbé par un confinement qui avait retiré à la ville tous ses attraits, n'est en réalité pas nouveau. La littérature a fait de ces velléités un sujet de choix, avec plus ou moins de bienveillance envers les transfuges, et en particulier depuis le XIXe siècle, avec l'émergence des villes, l'industrialisation et l'exode rural, et l'essor d'un romantisme exaltant une nature sauvage et grandiose, comme dans ce tableau d'Albert Bierstadt, Estes Park, Colorado, de 1877. Entre témoignage et fiction, plongeons ensemble dans ces rêves urbains quand ils deviennent réalité. Il y a d'abord bien sûr l'enthousiasme. Ainsi, dans le dernier roman inachevé de Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, copistes de leur état à Paris, laissent la capitale à la faveur d'un héritage. Ils s'installent en Normandie dans une ferme où ils comptent se consacrer aux travaux de la campagne et à l'étude. S'imaginent-ils dans ce tableau de Monet, cours de ferme en Normandie? Voilà comment Flaubert décrit leurs rêves. Déjà, ils se voyaient en manches de chemise, au bord d'une plate-bande, émondant des rosiers et bêchant, binant, maniant de la terre, dépotant des tulipes. Ils se réveilleraient au chant de l'alouette pour suivre les charrues, iraient avec un panier cueillir des pommes, regarderaient faire le beurre, battre le grain, tondre les moutons, soigner les ruches, et se délecteraient au mugissement des vaches et à la senteur des foins coupés. Plus d'écriture, plus de chef, plus même de termes à payer, car ils posséderaient un domicile à eux, et ils mangeraient les poules de leur basse-cour, les légumes de leur jardin, et dîneraient en gardant leurs sabots. Nous ferons tout ce qui nous plaira, nous laisserons pousser notre barbe.
nous laisserons pousser notre barbe. Détail qui a son importance et résonne avec la récente résurgence dans les villes de barbes masculines savamment brouillonnes et tellement nature. Mais les deux amis qui comptent apprendre l'agriculture essentiellement par les livres se révèlent incapables de cultiver leurs terres. Parmi leurs déboires, voici un épisode qui fleure bon la campagne. Il eut le délire de l'engrais. Dans la fosse au compost furent entassés des branchages, du sang, des boyaux, des plumes, tout ce qu'il pouvait découvrir. Il employa la liqueur belge, le lisier suisse, la lessive d'Aolmi, des harensorts, du varech, des chiffons, fit venir du guano, tâcha d'en fabriquer, et poussant jusqu'au bout ses principes, ne tolérait pas qu'on perdît l'urine. Il supprima les lieux d'aisance. On apportait dans sa cour des cadavres d'animaux dont il fumait ses terres. Leur charogne dépecée parsemait la campagne. Bouvard souriait au milieu de cette infection. Une pompe installée dans un tombereau crachait du purin sur les récoltes. À ceux qui avaient l'air dégoûtés, il disait « Mais c'est de l'or! C'est de l'or !» Et il regrettait de n'avoir pas encore plus de fumier. Heureux les pays où l'on trouve des grottes naturelles pleines d'excréments d'oiseaux. Le colza fut chétif, l'avoine médiocre, et le blé se vendit fort mal, à cause de son odeur. Il crut bon de renouveler son matériel. Il acheta un scarificateur Guillaume, un extirpateur Valcourt, un semoir anglais et la grande arère de Mathieu de Dombasle, mais le charretier la dénigra. « Apprends à t'en servir. »« Eh bien, montrez-moi. » Il essayait de montrer, se trompait, et les paysans ricanaient. Il faut rendre justice aux personnages, ceci arrive au tout début du livre. Dans la suite, leur naïveté face au savoir va évoluer, et ils finiront par pourfendre la bêtise humaine que Flaubert avait en horreur. En effet, si la vie ne s'apprend pas dans les livres, et s'il faut savoir les lire à bon escient, il faut reconnaître aussi que la plupart des spécialistes se contredisent entre eux. Mais revenons à notre campagne. Le thème des frictions des citadins avec les gens du cru donne aussi lieu à des passages mordants. On peut citer dans Bouvard et Pécuchet la visite par les notables du village du jardin des deux amis, arrangé à la manière de ruines antiques, mais, écrit Flaubert, le tombeau ne fut pas compris, ni la cabane incendiée, ni le mur en ruine. Tout en se promenant, on se permit des critiques. À votre place, j'aurais fait cela. Les petits pois sont en retard. Ce coin, franchement, n'est pas propre. Avec une taille pareille, jamais vous n'obtiendrez de fruits. Déception pour les deux amis qui pensaient faire forte impression. Ils décident de ne plus fréquenter les locaux. Prétendre que les ruines ne sont pas propres est une opinion d'imbécile. Faisons maintenant un saut dans le temps et retrouvons des habitants de Paris, dans les années 1980 cette fois, dans un petit roman nettement plus léger mais bien senti et sociologiquement intéressant, comme souvent la bonne comédie, Pour amuser les coccinelles, de Michel Denuzière. On suit ici les tribulations d'une famille bon teint qui décide de quitter son appartement parisien bourré de livres pour emménager à l'année dans la maison de campagne vers laquelle les allers-retours chaque week-end sont éreintants. Le rêve à nouveau est là pour nourrir un déménagement. Un passage savoureux de ces aventures concerne ici aussi les produits de la terre et les habitants du lieu. Mais cette fois, c'est une femme qui parle. Il sera donc aussi question de coiffure. C'est tout de même paradoxal. Nous sommes dans une zone de production maraîchère et les marchands ne me proposent que des carottes minuscules, des radis creux, des haricots dont les fils feraient l'affaire des couturières, des pommes de terre tirées des silos et des concombres mous. Quant aux fruits, n'en parlons pas. Ils sont verts ou ils sont blettes. Le fils chaunier, que Sophie avait apprivoisé, expliqua que les producteurs de la région expédiaient par l'intermédiaire d'un grossiste leurs meilleurs produits à Paris, et que les revendeurs du cru allaient s'approvisionner à Rungis une fois par semaine. Le père Chaunier, de son côté, ne se gênait pas pour déclarer « Les gens qui veulent manger de bons légumes les cultivent eux-mêmes, comme les dames Brodin ». L'allusion à ceux qui, comme les Paulins, entendaient vivre à la manière des citadins et ne s'intéressaient qu'aux roses et aux hortensias, était claire. Le coiffeur du bourg avait lui aussi perdu rapidement la pratique de madame Paulin. À Paris,
Elle avait confié pendant plus de 10 ans chaque semaine sa tête à Xavier, un artiste capillaire tenant salon dans le quartier de la Madeleine. À Charmy-les-Ormes, l'unique spécialiste accueillait dans sa boutique aussi bien les messieurs que les dames. La première fois qu'il fut amené à donner des soins à Agnès, devinant dans cette nouvelle cliente une Parisienne immigrée, il la remit aux mains de sa fille qui venait d'obtenir son CAP après 2 années d'apprentissage chez un coiffeur de la ville voisine. Ma fille était l'élève préférée d'Alfred. Vous savez, Alfred dont on parle souvent dans le courrier, et qui a fait ses classes à Pigalle, où il coiffait la troupe des Folies Bergères. Agnès ne connaissait pas Alfred, mais elle décida de faire confiance à son enseignement. Le résultat dépassa les prévisions les plus audacieuses. Quand madame Paulin réapparut devant sa famille à l'heure du déjeuner, Jérôme hésita à reconnaître sa femme dans cette personne au chef surmonté d'un amas de volutes laquées et rigides comme des ressorts de sommier. À dater de ce jour, madame Paulin se rendit à Paris tous les jeudis pour se faire coiffer dans le salon où elle avait ses habitudes. Elle en profitait pour acheter légumes et fruits chez les commerçants de son ancien quartier, qui furent bien aises de la voir revenir. « Alors, vous vous y faites à la campagne, madame Paulin » demanda une marchande. « Très bien, mais comme je viens à Paris de temps en temps, j'en profite pour faire des courses. Ajoutez donc une livre de tomates et 2 barquettes de fraises. Notre jardin ne donne pas encore. » Les Paulin découvrent aussi l'entretien d'une maison, les travaux qu'elle exige, les bruits de la campagne, l'inutilité de s'y habiller à la mode de Paris, et les ruses que l'on se joue pour gagner un peu de temps avant de s'avouer son échec. Mais il est aussi des émigrés citadins qui réussissent à la campagne, qui s'y adaptent et qui l'aiment encore après y avoir vécu. C'est ce que nous verrons, si vous le voulez, demain. Quels que soient vos rêves, ras des villes, ras des champs, pour l'instant, je vous souhaite la bonne nuit. Dormez bien, ou bien veillez, jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, jusqu'à midi. Bonne nuit, bonne nuit.